Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mardi 1er juillet 2025 pour notre dernière matinale de la saison avant la traditionnelle pause estivale. Vous le savez, cette émission est destinée à faire le tour chaque mois de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène et bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, cette dernière émission de la saison comporte uniquement un journal, Laurent, mais enrichi par l'éclairage de deux expertes que vous aurez la surprise de découvrir au fil de l'émission. Oui Hélène, en 2024, à mesure que les premiers états de durabilité se précisaient, est apparu le besoin d'une révision de la directive CSRD et des normes ESRS. Fin février 2025, un projet de directive omnibus a été publié et le 16 avril a été adoptée la directive Stop the Clock. Un long processus législatif et réglementaire s'est alors enclenché, dont la nouvelle étape est la publication il y a quelques jours d'un rapport de l'EFRAG qui présente toute une série de propositions. C'est pourquoi, en début de journal, Laurent, nous ferons le point sur ces derniers développements de l'EFRAG. Mais au-delà de l'actualité extra-financière de ce mois de juin, d'autres sujets sont au sommaire de cette édition. Oui Hélène, au sommaire également de cette édition, de l'actualité fiscale avec 3 thèmes, le projet de loi de finances pour 2026, l'impôt minimum mondial et les droits de douane entre l'Europe et les États-Unis. Enfin, avant de refermer ce journal, nous terminerons avec quelques brèves et nous vous prodiguerons nos conseils de lecture et d'écoute pour l'été. Voilà, vous avez le programme de cette matinale, c'est parti. Débutons ce journal avec l'actualité extra-financière et les propositions que l'EFRAG a rendues publiques le 20 juin dernier. Alors, sans remonter au calendrier grec, Laurent, il est sûrement toutefois utile de rafraîchir la mémoire de nos auditeurs et de bien positionner ces propositions dans le vaste projet de révision des textes européens en matière de durabilité. Tout à fait Hélène, nous l'avons déjà dit à ce micro, le 26 février 2025, un projet de directive omnibus a été publié et a notamment annoncé l'abandon des normes sectorielles. Et le 16 avril a été adoptée la directive Stop the Clock. Le projet omnibus intègre 2 grandes séries de propositions qui se traduiront à travers 2 directives et une série d'autres propositions. La première directive, Stop the Clock, s'adresse principalement aux États membres qui ont déjà transposé la directive CSRD dans leur droit national, comme la France par exemple. L'idée générale ici est de reporter de 2 ans les vagues 2 et 3. Il revient maintenant aux États membres de transposer cette directive d'ici fin 2025. La seconde directive, quant à elle, en projet, dite Content ou contenu, se caractérise par une réduction massive des entreprises entrant dans le champ d'application de la CSRD, principalement via un changement des seuils. Il ne s'agit ici, à ce stade, que de propositions, rappelons-le. Cette directive dite Content sera suivie d'autres propositions, à savoir des propositions sur la simplification des ESRS, ce projet a été confié à l'EFRAG, et des simplifications également sur la taxonomie. Alors justement, dans la perspective de la simplification des ESRS, l'EFRAG a publié le 20 juin un rapport d'étape qui présente ses orientations majeures de révision du premier jeu de normes ESRS, Laurent. Oui, et c'est pourquoi nous avons sollicité Sarah Bagnon, associée KPMG, responsable au sein de la direction technique des sujets de durabilité et présidente de la commission durabilité de la CNCC. Elle nous donne, en quelques mots, la teneur de ce rapport. Ce rapport s'inscrit dans le cadre des propositions omnibus présentées par la Commission européenne le 26 février 2025 et plus précisément dans le cadre du chantier de simplification du premier jeu de normes ESRS. Il fournit des informations détaillées sur le plan d'action de l'EFRAG, les leviers de simplification et d'allègement envisagés et les résultats attendus en termes de simplification. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une étape seulement du processus de simplification, mais une étape importante tant les normes ESRS sont au cœur des débats. L'objectif est clair, alléger la charge de reporting tout en maintenant les objectifs fondamentaux de la CSRD. Et justement, pour réduire la charge de reporting, l'EFRAG se propose d'actionner 6 leviers. Levier numéro 1, simplifier l'analyse de double matérialité. Deuxième levier, donner une meilleure lisibilité et plus de concision aux états de durabilité en les incluant davantage dans le corporate reporting dans son ensemble. Levier numéro 3, réduire de manière drastique les points de données liés aux politiques, actions et cibles
et abaisser également les exigences de publication minimale dites MDR. Levier numéro 4, améliorer la clarté et l'accessibilité des normes, ce qui facilitera leur compréhension. Levier numéro 5, proposer des allègements ciblés pour réduire la charge de reporting. Et enfin, levier numéro 6 et dernier levier, renforcer l'interopérabilité. On voit que l'EFRAG n'a pas lésiné en matière de simplification, en volume en tout cas, puisque le normalisateur annonce une réduction d'environ 50% des points de données obligatoires, sans toutefois, je le redis, de compromis sur les objectifs fondamentaux de la CSRD. Ce rapport annonce donc des allègements ciblés, des simplifications et la réduction d'informations à fournir. Avec son œil d'experte, Sarah Bagnon nous a indiqué, Hélène, les aspects les plus saillants des propositions que les auditeurs doivent d'ores et déjà avoir à l'esprit. 3 points me semblent particulièrement saillants. Le premier, c'est la simplification de l'analyse de double matérialité pour éviter de transformer ce processus critique en un simple exercice de conformité dépourvu de sens. Pour ce faire, l'EFRAG plaide pour l'approche top-down, centrée sur le modèle d'affaires qui doit permettre d'identifier les sujets matériels évidents. De plus, le filtre de matérialité s'appliquera à l'ensemble des points de données, y compris ceux de SRS2. Le deuxième point saillant, c'est la possibilité d'inclure au début du rapport un résumé pour donner une vision panoramique des sujets matériels, de leur lien avec la stratégie, la gouvernance, la performance et les trajectoires, et de déplacer en annexe les informations les plus granulaires ou techniques. Ces assouplissements vont permettre aux entreprises de mieux structurer leur récit de durabilité et font clairement écho aux propositions formulées par KPMG dans le cadre de l'appel à contribution de l'EFRAG. Autre point marquant pour les entreprises, l'introduction de flexibilité comme le reporting partiel en cas d'indisponibilité des données, à condition bien sûr d'être transparent, l'exclusion des activités non matérielles des calculs ou encore l'introduction de la notion de coût ou effort excessif pour alléger la charge de reporting. Ces propositions répondent aux difficultés opérationnelles rencontrées par les entreprises. Des propositions qui devraient donc leur convenir, Laurent. Oui, probablement, Hélène. Mais les annonces de l'Europe et les propositions omnibus ont créé beaucoup d'attentes auprès du monde économique. Les entreprises ont donc besoin d'avoir de la visibilité sur ce qui les attend en matière d'état de durabilité. Après ce rapport, publié fin juin par l'EFRAG, quelles sont donc les prochaines étapes? C'est la question que nous avons posée à Sarah Bagnon. Les prochaines étapes sont bien balisées. Le projet de norme révisé sera publié le 31 juillet, suivi d'une consultation publique jusqu'au 8 septembre. L'EFRAG transmettra ensuite son avis technique final à la Commission européenne d'ici le 31 octobre et les projets de normes simplifiés sont attendus pour 2026. Rien ne bougera donc pour l'état de durabilité au titre de 2025. Alors, en attendant la simplification des normes, nous invitons les entreprises à poursuivre la trajectoire engagée en tirant parti des premiers retours d'expérience. À ce propos, KPMG publie aujourd'hui une étude d'ampleur sur les enseignements tirés de la première année d'application de la CSRD. Nous avons également demandé à Sarah Bagnon de nous en dire un peu plus sur cette étude. Nous avons passé au crible de plus de 500 questions les états de durabilité du CAC 40 et du Next 20 en couvrant l'ensemble des dimensions clés des ESRS et de la taxonomie verte. Cette étude offre un panorama inédit des pratiques sur l'ensemble des piliers de durabilité. Ce tome 1 sur les ESRS s'adresse à tous ceux qui souhaitent se situer, s'inspirer et progresser ensemble. Et ce n'est qu'un début. Nous publierons prochainement un tome 2 dédié à la mise en œuvre de la taxonomie verte qui viendra actualiser les benchmarks réalisés dans les années passées. Pour celles et ceux qui sont intéressés par cette étude, ils peuvent la consulter sur kpmg.fr ou dans notre application Radio KPMG. Voilà, Hélène, ce qu'on pouvait dire sur l'actualité extra-financière aujourd'hui. Poursuivons ce journal, Laurent, avec la fiscalité. En ce début d'été, nous souhaitions faire un point sur l'actualité fiscale française et internationale, qui sont toutes deux malheureusement en eau trouble et pour des raisons bien différentes, Laurent.
En effet, Hélène, les entreprises sont dans le brouillard dans ces deux domaines. C'est pourquoi nous avons sollicité Marie-Pierre Haut, directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats, afin de nous éclairer. Tout d'abord, sur le plan national, au regard de l'ampleur historique du déficit public français, le gouvernement annonce de ci de là des économies budgétaires pour 2026. Nous avons demandé à Marie-Pierre Haut si des pistes pour le projet de loi de finances 2026 étaient déjà connues. Elle nous répond. Le contenu du PLF 2026 est actuellement encore en pleine discussion, entre la fin des conférences de performance et les arbitrages politiques, en attendant d'entrer dans la phase de rédaction au cours de l'été. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a annoncé son objectif de réduction du déficit du PIB en 2026 à 4,6%, contre 5,4% en 2025, ce qui implique un montant d'économie de l'ordre de 40 milliards d'euros répartis entre l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales. S'agissant plus particulièrement des mesures fiscales prévues ou prévisibles, dans une interview accordée à un grand journal national le 29 juin, Éric Lombard a réitéré l'engagement du gouvernement de ne pas alourdir la fiscalité des entreprises. Il a dit sa détermination à ne pas reconduire en 2026 la surtaxe d'impôt sur les sociétés. En outre, dans les cartons figurait une mesure de suppression pour les vols intérieurs de l'exemption de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficie le transport aérien, et un travail sur les niches fiscales qui est en cours, mais peu d'informations concrètes filtrent encore pour l'heure. Côté fiscalité personnelle, il a écarté l'hypothèse d'une modification du pacte Dutreil, comme celle de la réintroduction de l'ISF. Ensuite, en matière de fiscalité internationale, les lignes bougent depuis le début 2025, ou du moins, l'administration américaine a fait de multiples annonces qui sont pour le moins erratiques. Première annonce, il semblerait que les États-Unis se retirent de l'impôt minimum mondial. Marie-Pierre Haut nous livre sa lecture du sujet. Les États-Unis ne se retirent pas à proprement parler de l'accord de l'impôt minimum mondial sous réserve de son aménagement. En effet, dès son investiture, le président Trump avait annoncé son opposition à la réforme de l'OCDE, ayant conduit à la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial, ainsi que le retrait des États-Unis de cet accord. Dans une loi en cours de discussion dite OBBBA, une section 899 prévoyait l'instauration d'une taxe sur les revenus de source américaine dont auraient été redevables les entreprises établies dans des pays imposant des taxes jugées injustes aux entreprises américaines. C'est le cas de la France, en raison notamment de sa taxe sur les services numériques qui touche de plein fouet les entreprises américaines, mais aussi de la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial. Dans un rebondissement surprenant, les États-Unis viennent d'arracher au G7 un compromis annoncé par le département du Trésor jeudi 26 juin, qui devrait permettre concrètement aux entreprises américaines d'échapper à l'impôt minimum mondial. En contrepartie, le Congrès américain retirera du projet de loi actuellement en discussion la taxe de représailles contre les entreprises établies dans des pays considérés comme fiscalement hostiles aux intérêts américains. Cette revenge tax aurait pu conduire à une imposition jusqu'à 20% des dividendes, plus-values, intérêts, bénéfices des investissements étrangers. Reste au cadre inclusif de l'OCDE et ses 147 membres de mettre en musique ce compromis, dont on ne connaît pour l'heure ni les mécanismes concrets ni la temporalité. Le groupe de travail de l'OCDE se réunit cette semaine pour en discuter. On reste dans le domaine international, Laurent, mais cette fois-ci avec le thème des droits de douane. En ce qui concerne les droits de douane, depuis plusieurs mois, l'administration Trump met les nerfs des entreprises à rude épreuve. La directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats nous dit ce qu'il en est à date et quels pourraient être les impacts pour les entreprises françaises à court et moyen terme. Rappelons qu'au cours des derniers mois, l'Union européenne a été frappée 4 fois par une hausse des droits de douane américains, 25% sur l'acier et l'aluminium mi-mars rehaussé à 50% depuis le 4 juin, 25% sur les automobiles, puis 20% sur tous les autres produits européens en avril. Donald Trump avait annoncé des tarifs réciproques relevés à 50% sur les importations européennes à compter du 1er juin, avant d'accorder une pause de 90 jours pour laisser place aux négociations avec l'Union européenne, pause accompagnée d'une réduction des droits au taux unilatéral de 10% pendant cette période. Un délai finalement repoussé au 9 juillet, ce qui a ouvert une nouvelle fenêtre de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Aujourd'hui, 1er juillet, un accord serait prêt à être conclu avec les États-Unis sans référence à des secteurs industriels précis. Un tarif douanier unique à 10% sur toutes les exportations européennes serait discuté. Bruxelles prépare en parallèle une liste de mesures de rééquilibrage au cas où les négociations échoueraient. Et le secrétaire au Trésor Scott Bessent a confirmé sur une chaîne américaine que la date limite du 9 juillet ne serait pas respectée, mais repoussée au Labor Day, soit le 1er septembre, jour férié.
Une délégation européenne se rend ce mardi à Washington pour discuter les termes d'un compromis. C'est donc malheureusement toujours l'incertitude pour les entreprises européennes et françaises en particulier. Il semblerait donc que nous en saurons plus à la rentrée. Du moins, on l'espère. Nous suivrons, Laurent, bien évidemment, ces sujets fiscaux au mois de septembre. Terminons ce tour de l'actualité avec une brève du côté des normes IFRS et plus précisément du côté d'IFRS 16. Oui, l'IASB vient de lancer sa revue post-application d'IFRS 16, contrat de location. L'objectif est d'évaluer les effets de cette norme suffisamment de temps après sa première application pour en tirer les enseignements et apporter d'éventuelles modifications si nécessaire. Sont plus précisément visés par cet exercice des éléments complexes comme la durée de location, le taux d'actualisation, les loyers variables et également les informations données en annexe sur les flux de trésorerie. Dans ce contexte, toutes les parties prenantes sont donc invitées à s'exprimer d'ici le 15 octobre 2025, au plus tard. C'est bien noté. Avant de déjà clôturer ce journal, nous souhaitions adresser un message important à nos auditeurs. Les arrêtés semestriels du 30 juin 2025 battent leur plein actuellement et ils seront cette fois-ci encore délicats, Laurent. Tout à fait, c'est pourquoi nous vous recommandons vivement d'écouter ou de réécouter l'édition des matinales diffusée le 3 juin dernier, avec en exclusivité à notre micro, Émilie Blanc, directrice des affaires comptables de l'AMF. Et pour finir, vos conseils d'écoute pour cet été ? Alors j'aurais 2 conseils, Hélène. La nouvelle édition de Défi Gouvernance, diffusée le 25 juin sur la cybersécurité, un enjeu stratégique pour toutes les entreprises, et également toute la série de chroniques sur l'intelligence artificielle que Radio KPMG a lancée fin février et qui se poursuit. Cas d'usage, propriété intellectuelle, transformation des modèles économiques, règlement européen sur l'IA, etc. Ces chroniques ont vocation à expliquer les caractéristiques techniques de l'intelligence artificielle, mais surtout éclairer les entreprises sur les enjeux opérationnels, stratégiques et réglementaires liés à ces technologies. Et cet été, nous vous recommandons également de nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France, de KPMG Business Experience et de KPMG Avocat, où seront publiées, comme toujours, toutes nos actualités. Et bien sûr, d'écouter sans modération les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Nous mettrons en valeur cet été, sur la page d'accueil, toutes les émissions estivales. Cette édition des matinales est maintenant terminée. Un grand merci à vous, Laurent, pour votre présence au micro tout au long de cette saison. Merci aussi à vous, Hélène. Et cette année encore, ce fut un véritable plaisir de co-animer cette émission. Et je retrouverai avec bonheur nos auditrices et nos auditeurs à la rentrée pour une nouvelle saison des matinales. Entre-temps, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous. Très bel été également et rendez-vous en septembre pour la 12e saison des matinales. Les matinales de KPMG.